Allez, à 8h moins le quart, c'est l'heure de notre petit déj politique avec notre invité Aurélien Taché, député du Val d'Oise et coprésident des Nouveaux Démocrates. Bonjour. Bonjour Aurélien Taché, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, on va revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron donc hier à Montpellier autour du thème de la sécurité. Il avait auparavant vanté son bilan dans les pages du Figaro. Il a notamment beaucoup parlé de la sécurité du quotidien des Français. Selon vous, ça reste quand même un des échecs finalement de cette présidence Macron, cette sécurité du quotidien ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au départ, en 2017, on nous avait promis une police de sécurité du quotidien, dont aujourd'hui on ne parle plus beaucoup. Donc on a renoncé à cette ambition finalement de rendre la police plus près de ses citoyens, de pouvoir avoir une action vraiment au plus près des habitants. Et ça, je trouve ça très dommageable. Maintenant, je ne suis pas dupe. Emmanuel Macron lance sa campagne avec finalement la mise de ce thème à l'agenda. Il fait ce qu'avait essayé de faire Chirac avant lui en 2002 contre Jospin, ce qu'avait essayé de faire Sarkozy ensuite en 2007, enfin tout ça n'a rien de très neuf. La droite, quand elle ne sait plus masquer ses échecs sur le plan de la justice sociale, écologique et sur d'autres sujets, met le thème de la sécurité en avant. Vous avez dit justement là-dessus sur la question de la police de proximité finalement qui était importante. On a quand même 10 000 gendarmes et policiers prévus supplémentaires d'ici la fin du quinquennat. Ça suffit pas là ? Et il disait plus de bleu sur le terrain, pour prendre ces mots, Emmanuel Macron. Bon, ces 10 000 policiers supplémentaires, c'est une bonne chose. Moi, je soutiens tout à fait ça. En revanche, la police de proximité, c'était autre chose. Et d'ailleurs, tous nos problèmes en matière de sécurité viennent de là. Dès cette époque, à peine elle avait été installée par Lionel Jospin, Nicolas Sarkozy la supprimait. Il y a une manière de recruter des policiers parmi les habitants aussi des quartiers où il y a des difficultés, d'organiser leur action, de créer un lien de confiance qui suppose autre chose que des effectifs. C'est véritablement une philosophie qu'il faut mettre en place au sein des forces de l'ordre et malheureusement, ce qui avait été évoqué en 2017 là-dessus a été abandonné. Votre impression, c'est que c'est de la pure politique politicienne finalement, cette thématique sécuritaire qui arrive là ? Oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'annonce nouvelle et qu'on est juste en train de lancer la campagne avec des éléments de communication comme ce débat par exemple sur la drogue. Je pense que c'est quelque chose qui est juste là pour montrer que Emmanuel Macron ferme la porte à la légalisation du cannabis et agiter un peu le landerneau, alors qu'en réalité, cette légalisation-là, elle permettrait justement de casser des points de deal dans les quartiers, de libérer du temps pour les policiers pour qu'ils puissent s'occuper des violences. Ça permettrait aux agriculteurs qui sont en difficulté de pouvoir avoir des activités supplémentaires, à l'État d'avoir des recettes pour financer des choses en matière de santé pour la jeunesse. Donc que des avantages et malheureusement, on voit bien qu'il préfère donner des gages à un électorat conservateur en ouvrant ce débat pour dire qu'il faut fermer la porte à cette question. Vous avez dit que ça c'était une politique de droite, Emmanuel Macron est de droite ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il a clairement en tout cas fait le choix de s'inscrire dans ce camp-là. Aurélien Taché, Emmanuel Macron qui affirme qu'il tiendra en tout cas sur ces objectifs des 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Est-ce que sur cette question-là, il n'y a pas aussi une volonté peut-être intéressante de dire, voilà, on essaye d'enlever, au-delà de ça, de sortir le policier, le gendarme du carcan administratif finalement de ces bureaux. Est-ce qu'il n'y a pas une logique aussi à voir là-dessus sur cette question-là ? Si, bien sûr que si. Si, à mon avis, c'est même un des grands sujets dans la réforme de la police qu'il faudrait mettre en avant. On a aujourd'hui beaucoup trop de gens qui sont dans les bureaux. Finalement, une espèce de bureaucratie du ministère de l'Intérieur qui est extrêmement centralisée, extrêmement politisée, avec des syndicats qui jouent un rôle trop important dans la gestion des carrières des policiers et pas assez de gens sur le terrain. Moi, vous savez, Emmanuel Macron a dit dans son interview qu'il était contre les polices locales, contre les shérifs. Moi, je pense qu'il a tort de dire ça. Je pense que cette police de proximité, elle pourrait aussi être encore plus efficace et encore plus proche des gens si les maires avaient davantage de compétences en matière de sécurité et ça permettrait d'avoir plus de gens sur le terrain et un peu moins dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. Hier à Montpellier, Emmanuel Macron s'est notamment rendu dans un ancien point de deal dans le quartier de la Mosson, l'un des quartiers dits de reconquête républicaine. C'est par la fermeté qu'on arrivera finalement à remettre un peu de calme dans certains quartiers comme ceux-ci. Moi, je vous le dis, la fermeté, bien sûr, est indispensable. Mais pour ça, il faut encore avoir les moyens de sanctionner véritablement les gens. Et ça suppose effectivement qu'on renforce les moyens de la police, mais aussi ceux de la justice. Ça suppose effectivement qu'on ait une justice beaucoup plus efficace. On a aujourd'hui une des justices les plus faibles au monde en termes de moyens, en termes de capacité d'organisation. Donc oui, soyons fermes, mais soyons aussi justes et donnons les moyens à ces grands ministères que sont la justice et l'intérieur de fonctionner. Sur la question de la légalisation du cannabis, Emmanuel Macron ferme la porte clairement là-dessus. Yannick Jadot a appelé pour bien une certaine façon la légalisation du cannabis dimanche dernier. Vous, c'est quoi votre position là-dessus ? Est-ce que c'est ce qui fait aussi qu'on a une position plus à droite, ou à droite en tout cas, d'Emmanuel Macron, clairement en ce moment ? Mais c'est clairement une des thématiques qui démontre qu'effectivement Emmanuel Macron a totalement abandonné l'étendard du progressisme. Regardez, il y a 15 jours, il y avait des députés dans sa majorité qui voulaient défendre le droit à mourir dans la dignité. Il ferme la porte. Regardez 2 mois plus tôt,
des députés, là aussi de tous les rangs, voulaient étendre le délai pour accéder à un IVG. Ils ferment la porte. Aujourd'hui, ils ferment la porte sur la légalisation du cannabis. Emmanuel Macron est un conservateur. Le progressisme qu'il avait évoqué en 2017, c'est quelque chose qui est de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, il faut relever ce flambeau-là. Moi, je suis d'accord avec Annick Jadot quand il avance la piste de la légalisation du cannabis. Je vous dis qu'encore une fois, ce serait mieux pour casser l'insécurité dans les quartiers, mieux pour l'emploi, mais aussi pour la santé des gens. On pourrait mieux contrôler les produits et savoir exactement ce que les jeunes fument. Il y a quand même, on est le plus gros pays consommateur de cannabis en Europe. Il faut en tirer une réalité. Ça veut dire qu'en gros, pour 2022, il n'ira pas avec les électeurs de gauche finalement. Il tire un trait sur ces électeurs-là. Moi, je crois sur cette gauche-là, en tout cas. Moi, je crois que c'est très clair et que tous ceux qui viennent de la gauche et ont voté pour lui en 2017 doivent maintenant chercher un autre chemin. Et nous avons essayé d'ailleurs de commencer à construire ce chemin avec Annick Jadot et d'autres samedi matin lors d'une réunion. Donc voilà, il faut absolument que nous puissions proposer une alternative à Emmanuel Macron pour battre Marine Le Pen en 2022. Candidature unique, vous avez parlé de ces réunions du week-end dernier. Vous y croyez? La France Insoumise, pour l'instant, n'est toujours pas là. Le Parti communiste non plus. Ils sont venus et on tous dit qu'ils étaient d'accord pour travailler au moins sur un projet commun. Après, il y a les stratégies sur comment on formera le futur gouvernement et la future Assemblée, quelle coalition pourra porter ce projet. Mais commençons déjà par le projet, ce sera une très bonne chose. Nous, avec les Nouveaux Démocrates et le parti que je co-préside, nous avons à cœur de montrer que ce projet de justice sociale et d'écologie concernera bien tout le monde, les jeunes, les minorités, la ruralité, la banlieue, que ça n'est pas finalement quelque chose qui serait que pour les bobos et qui oublierait toute une partie des catégories populaires ou toute une partie de ceux qui ne votent plus aujourd'hui. Ça sera notre priorité aux Nouveaux Démocrates et nous sommes prêts à apporter notre pierre à l'édifice. Mais qu'est-ce qui unifie la gauche aujourd'hui ? Écoutez, c'est toujours cette volonté de transformer la société pour un monde plus juste. Et on peut y arriver, mais il y a beaucoup de choses à changer dans la pratique même du pouvoir, dans la manière dont la démocratie est construite aujourd'hui. On a toujours les mêmes aux mêmes endroits. Il faut faire rentrer tous ceux dont la voix est oubliée. Moi, j'ai toujours considéré que la crise des Gilets jaunes était d'abord une crise de la représentation, une crise politique, que dans les quartiers populaires, si on ne vote pas ou si les jeunes ne votent pas, c'est pas parce que la politique ne les intéresse pas, c'est parce que finalement, on ne leur donne pas la parole, qu'on n'arrive pas à emmener tout le pays ensemble. Et c'est ça qu'il faut faire demain. Aurélien Taché, c'est aujourd'hui le début des États généraux de la laïcité, avec, pour commencer, un grand débat, une grande discussion entre intellectuels. Alors, Marlène Schiappa parlait de haut débat, haute discussion, finalement. Est-ce qu'on n'est pas un peu déconnecté là-dessus ? Bon, d'abord, je ne sais pas s'il s'agit des États généraux de la laïcité ou de la Convention nationale du printemps républicain. Parce que vu le programme et vu les invités, ce sont tous des gens de la même sensibilité. Il n'y a aucune espèce de pluralité là-dedans. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire d'organiser ces États généraux après avoir cassé quelque chose qui marchait très bien, qui était l'Observatoire de la laïcité, après avoir fait une loi séparatiste qui finalement, à mon avis, n'était ni faite ni à faire, mais bon, de toute façon, elle est déjà maintenant votée. Donc, quel est l'intérêt de cette initiative-là, si ce n'est de mettre Marlène Schiappa et ses amis en avant, de faire de la communication politique pour essayer, encore une fois, en dévoyant ce qu'est la laïcité, de séduire un électorat conservateur. Là aussi, ça fait partie d'un agenda politique de campagne. Personne ne doit être dupe. Et d'ailleurs, Laurent Berger de la CFDT et d'autres personnalités ont déjà dit qu'ils ne participeraient pas à cette mascarade. Ça veut dire que pour mascarade ? Oui, pour moi, c'est une mascarade. Et donc, oui, je le redis, je pense que ça n'a aucun intérêt, que c'est véritablement là pour mettre en avant une ministre qui veut s'emparer de sujets et les rendre politiques au détriment du sérieux que nécessiterait ce type de débat. Autre sujet, Aurélien Taché, dans le cadre de la loi sur le séparatisme, vous aviez déposé un amendement finalement rejeté sur la mouvance survivaliste. On en a reparlé, puisque effectivement les ravisseurs présumés de la petite Mia se sont revendiqués. C'est un mouvement dangereux qui prend vraiment de l'ampleur. Oui, et là aussi, ça aurait pu être un des intérêts de ce texte séparatiste qui en avait très peu, mais ça a été balayé d'un revers de main. Moi, j'aurais aimé que le gouvernement, effectivement, nous présente un rapport pour nous dire clairement où on en est sur cette mouvance. On voit qu'il y a des suprémacistes qui s'en prennent en mosquée. On voit qu'il y a des survivalistes qui organisent des stages dans lesquels ils font manier des armes ou ingérer des herbes sans aucun contrôle à des gens et que certains peuvent mourir. Moi, la famille du jeune Ulysse qui est mort dans le Morbihan est venue me trouver pour me dire que voilà, il fallait vraiment qu'on bouge là-dessus. On voit maintenant que des complotistes organisent des enlèvements d'enfants. Et on a mis hier à jour le gourou qui était derrière cette filière. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas simplement sur un cas isolé, parce que certains pourraient avoir la tentation de dire c'est juste un fou isolé. Non, pas du tout. C'est bien une logique politique, des logiques extrémistes qui sont proches de l'ultra-droite et qui aujourd'hui sont en train d'arriver en France. Et bientôt, on aura certainement encore plus de faits de violence et d'attentats qui seront commis si la police et les services de renseignement n'en font pas une priorité. Mais pour ça, encore faut
faut-il que le gouvernement leur demande. C'est ce que j'avais fait en déposant ces amendements dans la loi séparatisme, mais malheureusement, ils ont été rejetés. C'est-à-dire que vous attendez du gouvernement, par exemple, qu'ils encadrent beaucoup plus, qu'ils surveillent davantage cette mouvance-là, qu'ils encadrent beaucoup plus cette question des stages de survivalisme, par exemple. Exactement. On pourrait demander que ceux qui organisent ce type de stage aient une certification professionnelle. Vous avez toutes sortes de gens là-dedans, beaucoup d'escrocs, beaucoup de gens dangereux, des armes qui circulent. Tout ça n'est absolument pas encadré ou régulé, et qu'effectivement, le gouvernement demande aux services de renseignement de faire de cette menace-là une priorité aussi. Il faut bien sûr surveiller et continuer à être très vigilant sur le terrorisme djihadiste, mais il y a aussi maintenant le terrorisme d'extrême droite qui se développe et il faut absolument l'encadrer, le combattre. Pardon. Concernant la crise du Covid, Aurélien Taché, le gouvernement qui semble vouloir tenir l'objectif de la rouverture des écoles primaires ce lundi, c'est tenable selon vous? Écoutez, on verra ce qui est fait. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'on puisse ouvrir les écoles. Les enfants doivent pouvoir aller à l'école, mais ça ne doit pas se faire dans n'importe quelle condition. Moi, je suis très inquiet, par exemple, que le gouvernement, sur la question des étudiants qui passent leur BTS, doivent les laisse continuer à leur passer leurs examens dans des conditions vraiment très dangereuses pour leur santé. Les protocoles sanitaires n'ont pas pu être mis en place dans de bonnes conditions. Ces étudiants soit vont aux examens, soit vont à zéro. Maintenant, on dit qu'il y aura peut-être une session de rattrapage, mais enfin, on voit bien que sur le plan sanitaire, tout ça n'est pas géré du tout. Il y a une inégalité avec d'autres étudiants, une inégalité sociale très dure. Et donc, je pense même que ces étudiants devraient réfléchir au regard de la rupture d'égalité avec leurs camarades de l'année dernière ou avec d'autres étudiants à se pourvoir en justice. Et s'ils le faisaient, moi, je les accompagnerais puisque le ministère fait la sourde oreille. Vous les appelez à aller en justice et moi, vous dites sur Sud Radio ce matin, je les accompagne. Bah, écoutez, s'ils le font, je pense que certains y réfléchissent. Moi, je serai à leur côté parce que je trouve que c'est véritablement injuste la manière dont ils sont traités et que sur le plan de la sanitaire, on n'a pas été capable justement de protéger ces jeunes. Donc j'espère que pour les lundis dans les écoles, ça se passera mieux. Dernière question sur cette question du Covid, dans le Télégramme, Olivier Véran qui parle d'un déconfinement qui pourrait se faire territoire par territoire. Ça, vous y êtes plutôt favorable ou pas? Je suis favorable à ce qu'on puisse déconfiner, encore une fois, dans les bonnes conditions, mais le plus rapidement possible. Pourquoi pas territoire par territoire? Ça peut être une approche intéressante. Vous savez, les Français n'en peuvent plus et ils voient que dans tous les autres pays, grâce au vaccin, les gens peuvent reprendre une vie normale. Nous, on a été la seule grande puissance à ne pas être capable de mettre un vaccin en place. Donc, il faudra aussi se poser les bonnes questions, mais il faut que peu à peu la vie reprenne parce que les gens sont en train de vraiment perdre pied. Aurélien Taché, le dernier mot, c'est avec Laurence Garcia. Oui, je voulais rebondir sur votre engagement auprès des BTS. On parle aussi un peu moins des étudiants qui, eux, dans les grandes facs, notamment publiques, qui, eux, depuis 1 an, sont en distanciel et décrochent totalement, une vraie détresse aussi. Là encore, ça concerne le service public, les services publics. Oui, tout à fait. Moi, je suis terrifié de la situation des étudiants dans ce pays. On est en train de sacrifier une jeunesse. Effectivement, moi, là où je suis élu, j'imagine qu'il y a près de 15% des étudiants qui finalement sont en train d'abandonner leurs études. C'est absolument terrible. Moi, j'avais proposé une loi pour qu'on crée une allocation pour que ces étudiants puissent vraiment faire face et ne pas être contraints d'abandonner leurs études. Vous savez, moi, je viens d'un milieu modeste. Si j'avais été contraint d'arrêter une année de fac, j'aurais pas pu poursuivre. Et c'est le cas de plein de ces jeunes. Pourtant, le gouvernement fait la sourde oreille, refuse de mettre une allocation en place ou des moyens qui leur permettraient de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Et on a effectivement une université qui est totalement délaissée. Aurélien Taché, député du Val d'Oise, coprésident des Nouveaux Démocrates. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonne journée à vous. Merci. Allez, bientôt 8h dans un instant. C'est Arthur Delaborde qui nous rejoint pour le journal. Et puis on va continuer à parler, bien sûr. Les États généraux, la laïcité. Restez avec nous si vous voulez intervenir.